Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e épisode de Salade Verte. Déjà? Bah oui, 16e, on est déjà à 16. On va continuer, j'espère que c'est la série d'une Ouais, grande série. Le début c'est ton âge en plus, 16. Bon, comme vous pouvez le voir, on accueille un invité de haute marque, Ah bon? Gilles Raveau, économiste, maître de conférences. À l'université Paris 8 Saint-Denis et j'enseigne Ouais. dans un institut très spécial et génial qui s'appelle l'Institut d'études européennes. On peut te voir aussi sur certains plateaux télé, sur BFM Oui. Business, sur les experts. Voilà l'émission Les Experts sur BFM Business de façon Ouais. occasionnelle. Et tu as écrit aussi des livres. Oui. Si tu veux les présenter peut-être, dire lesquels. Disons que j'ai écrit en fait que des livres pour l'instant expliquant le fonctionnement de l'économie. Bon, les gens trouveront assez facilement. Mes deux derniers, c'est dans l'ordre Économie, on n'a pas tout essayé aux éditions du Seuil en 2017, où j'essayais de prendre les grands thèmes, à peu près tous, mondialisation, salaire, chômage, etc., industrie, pour expliquer où on en était et les solutions progressistes qu'on pouvait trouver. Donc 2017, ça remonte un peu. 2018, un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, qui était un peu une thérapie sur Bernard Maris. Qui était ton mentor, c'est ça? Oui, qui a été une rencontre incroyable en 2000, donc ça ne nous rajeunit pas. À l'époque, je commençais ma thèse et j'ai participé à un mouvement de critique de l'enseignement de l'économie dans le supérieur, qui a eu un énorme retentissement national et même international. Et à l'époque, il y a le plus grand économiste français qui, à l'époque, était Jean-Paul Fitoussi, qui, suite à notre protestation, a rédigé un génial rapport pour améliorer l'enseignement de sciences économiques, qui a été publié chez Fayard en 2001, qui évidemment n'a pas du tout été suivi des faits. Fitoussi proposait notamment une licence en 3 ans pluridisciplinaire. Il disait, plus de licence d'économie, on fait des sciences sociales, on fait des maths, on fait des stats, truc génial. Et ensuite, en fait, l'économie, ça commence que en master. Un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, où c'est pas les plus mauvaises universités du monde non plus. Et donc, j'avais rencontré Bernard Maris à cette époque-là, puisqu'il était évidemment déjà journaliste à Charlie Hebdo, que notre mouvement l'intéressait. Donc, j'avais bien discuté avec lui. J'ai demandé où il enseignait. Et donc, il m'a dit, on est quelques gauchistes dans un petit machin Paris 8, on fait ce qu'on veut. Pas tombé dans l'oreille d'un sourd et j'ai réussi à m'y faire recruter quelques années plus tard. Ouais, parce que tu te considères aussi économiste de gauche. Totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça existe? Est-ce que ça existe encore? Oh le vilain. Disons, c'est vrai que c'est impossible à expliquer à des gens normaux et même à des universitaires d'autres disciplines. C'est que l'enseignement de la science économique est devenu complètement fou. Il y a des protestations régulières. Il y a eu plein de contestations d'étudiants de très haut niveau. Il y en a eu une à Harvard il y a quelques années. Les étudiants ont quitté le plus grand cours d'économie, fait à l'époque par Grégory Mancu en protestation contre son enseignement totalement biaisé idéologiquement. Et c'est un enseignement, ça qu'il faut juste pour essayer que les gens aient une petite idée, c'est qu'en fac d'économie, surtout en France, et surtout dans les premières années, donc tu sors à peine du lycée, on ne te parle pas de ce qu'il y a dans la presse économique. C'est-à-dire que les sujets qu'on va aborder ici, la dette publique, l'inflation, le chômage, c'est pas du tout ça que tu as en cours, mais pas du tout. Tu ne le vois pas Clairement, du en tout. plus, moi j'ai fait une licence et on n'en parle pas du tout en fait. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc, on fait des maths, mais qui sont les mêmes maths, en fait, un peu que on fait au lycée quand on choisit maintenant la spécialisation maths. C'est l'algèbre. Et donc, tu l'as connu, c'est l'optimisation de fonctions. Et donc, j'aime bien l'expliquer en disant c'est des maths avec des lettres. C'est-à-dire que tu n'as jamais d'application chiffrée ou alors tu as un petit exercice débile en TD, mais jamais sur des vrais chiffres. Voilà. Et donc, tu ne connais rien de la réalité. Et donc, si on demande, même certains de mes collègues, on leur demande des grandeurs, le PIB, le ratio dette publique sur PIB, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas besoin de le connaître. Et donc, en fait, c'est facile, d'une certaine manière, d'être hétérodoxe en économie parce que, pour des raisons très différentes, il suffit de rejeter cet enseignement qui est absurde et on se retrouve aux marges de la discipline. Et c'est pas un hasard, notamment, si le grand Bernard Maris n'a jamais enseigné en faculté d'économie. Il a fait sa carrière quasiment moitié-moitié, première moitié à l'Institut d'études politiques de Toulouse. À ce moment-là, même une revue qui s'appelle Le Nouvel Économiste lui avait décerné le titre de meilleur économiste de France. Ah oui, ok. Quand même, hein. Et à la fin des années 1990, pour des raisons personnelles et professionnelles, Bernard Maris se monte à Paris et là, il se retrouve dans un institut d'études européennes et donc il a fait toute sa carrière en dehors des facultés d'économie. Il n'a jamais été reconnu par ses collègues comme un grand économiste, ni comme un bon économiste et même la plupart le considéraient comme n'étant pas
un économiste parce qu'il faisait pas des articles Ouais. abscons bourrés de mathématiques, Ouais. qui parlaient de philosophie, qui parlaient d'histoire. Mm. Et bon, le gars, il a plus c'est la personne qui a le plus éduqué les Français à l'économie des dernières décennies, quoi. C'est ce qu'il a Ouais. apporté à des millions de gens, extraordinaire. Ouais. Donc on voit bien que cet enseignement, c'est un échec total. Ouais. Et paix à son âme, hein, il est mort du coup. Voilà, et les paix à son âme, attentats. puisqu'effectivement, ouais, c'est vrai, pour moi c'est évident, mais ça l'est pas forcément. Tu as tout à fait raison. Il a été assassiné donc dans les locaux de Charlie Hebdo. Euh, pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc le fameux 7 janvier 2015, Mm. lors de l'attaque par les frères Kouachi, qui a fait une douzaine de victimes, dont Bernard Maris. Ouais. Donc pour la transition, quoi, c'est un peu. Alors, du coup, on va parler de sujets qui sont Oui. réels, des sujets économiques qui sont ancrés dans le réel. On Mm. va parler dette publique, c'est un des gros sujets qui est en ce moment. C'est ça. On va parler héritage, c'est un des Oui. sujets qui me tient à cœur et je sais que toi Ouais. aussi ça te tient à cœur. C'est avec mes potes, on a des débats sur l'héritage, souvent ça Ouais, clash c'est un bon, peu. c'est bon. Ouais. On va parler des salaires. Oui. Et en dernier, de l'inflation. Ouais, ça me va. Et pour ceux qui sont peut-être pas au fait, salade verte, c'est en 3 parties, entrée, plat, dessert. On a déjà commencé l'entrée, on a un peu parlé de ton parcours. L'apéro, disons, on a pris Ouais, l'apéro. c'est ça. Donc en entrée, on va voir un peu ton parcours. En entrée, en plat, on va parler de ces 4 choses Mm. dont j'allais parler. Et en dessert, on va te poser des questions un peu, si tu étais ministre de l'économie, qu'est-ce Mm. que tu ferais? Parler des choses comme ça un peu. Est-ce que c'est OK pour D'accord. toi? Ouais. Un bon menu? Bah, surtout que en fait, je vais être ministre de. Enfin, Ah, ouais, ah, il y a mais personne, il y a un poste ouais, vacant là. c'est pas non, C'est mais je tout peux te le droit. dire, c'est pas officiel, mais ça y est, ouais, c'est. Peut-être comment toi, tu as découvert l'économie? Alors moi, c'est très précis, c'est le traité de Maastricht. OK. Donc moi, je passe mon bac, donc je suis un très bon élève au lycée. Je passe mon bac en juin 1991. Ensuite, je fais une erreur d'orientation Mmh. sous l'influence de mon amoureuse de l'époque. Je me retrouve en prépa HEC au lycée du Parc à Lyon. OK. Et à l'époque, on nous disait, on n'était pas informés comme aujourd'hui, il y a pas internet, hein. C'est Mmh. un monde, il y a pas OK. internet. Donc on connaît très mal, en fait, les formations dans le supérieur. Et il y a cette légende que si tu fais une prépa HEC, derrière, tu peux faire tout ce que tu veux. Et la prépa le contenu de la prépa HEC est super intéressant parce que tu as de l'histoire, tu as des langues étrangères, tu as de Mmh. la philo, donc bon, des maths. Mmh. Et puis, en fait, je me retrouve comme un idiot, cerné de jeunes gens quand même plutôt de droite, plutôt très bien habillés, de la bourgeoisie lyonnaise, qui eux savent pourquoi ils sont là. Et je me dis: «Mais mon Dieu, je vais quand même pas faire une école de commerce, ça n'a aucun sens». Et puis, je suis très content d'avoir vécu, je suis en échec. Je n'y arrive pas, je me tape des 4 et des 5 Ah sur oui. 20 en maths. En histoire géo, jamais compris la dissertation d'histoire géo, donc j'ai vraiment connu l'échec scolaire. OK. Alors voilà, très relatif, mais voilà. Ensuite, je passe le concours de Sciences Po Paris, le septembre, d'après, donc 92. Ratage aussi, donc OK, même donc pas double admissible et échec. tout. Ah ouais, double échec. Donc là, ma vie est finie, quoi, Mmh. évidemment. Et je me retrouve, ce qui pour moi, je le dis, voilà, était une honte absolue, je me retrouve sur les bancs de la fac. Mmh. Alors que moi, voilà, j'ai mention très bien au bac. Mmh. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Je vais pas te contredire, hein. Donc trop bizarre. Et puis donc ce débat, Mmh. à l'été 92, toute la France, est suspendue, au débat sur le traité de Maastricht qui aura lieu avec le référendum, donc qui aura lieu en septembre 1992. Et c'est qu'un débat économique. On me parle de l'indépendance de la banque centrale et je sais pas ce que c'est une banque centrale. Mmh. Et je me dis: «Ben» alors en plus à l'époque, j'ai l'ambition comme tout le monde de devenir président de la République. Donc je me dis: «Mon petit gars, si tu veux faire de la politique plus tard, l'économie, il faut s'y mettre». Et Mmh. donc en fait, je me mets à l'économie pour des raisons politiques. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que très vite, et alors là, vraiment, il faut les bénir tous les 2. Je me retrouve à la fac de Lyon 2, donc pour ceux qui connaissent, à Bron, Mmh. donc dans la banlieue de Lyon. À l'époque, il faut prendre le bus et tout un bazar. Et j'ai des enseignants tous très bons et 2 enseignants extraordinaires. Un qui est décédé maintenant, qui s'appelle Claude Mouchot. OK. Et Claude Mouchot, il nous fait la pensée économique dans l'ordre. Et donc on fait les physiocrates, on fait, Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, Mmh. tous dans l'ordre historique. Et Mmh. on voit l'enchaînement, le débat des idées, c'est ultra passionnant. Mmh. Il nous fait le lien avec les événements historiques de l'époque. Et en TD, on lit les auteurs. Et donc, voilà, à 20 ans, je lis des extraits de tous les grands auteurs. Et pour moi, c'est la seule façon d'enseigner que j'ai conservée. Mmh. Et puis on a un autre enseignant, lui toujours vivant, plus jeune, à l'époque et aussi maintenant, qui s'appelle Yves Crozet. OK. Et lui nous fait un cours d'histoire économique et sociale. Il a écrit plein de manuels excellents, si vous voulez lire, connaître l'histoire économique. Yves Crozet, c'est une référence parfaite pour les étudiants. Voilà. Et donc les deux me font exploser la tête. Et c'est fabuleux. Et puis j'apprends qu'il y a un concours bizarre à l'école normale supérieure de Cachan à l'époque, en économie-gestion, et concours très, très peu connu, qui a une prépa à Lyon. Et donc en deuxième année d'université, l'équivalent de la L2 maintenant, je fais aussi cette prépa.
Et donc là, j'ai des très, très grosses semaines avec 45 heures de cours. Ouais, ah oui, ah putain, Ouais, parce qu'ils nous donnaient royalement une matière, mais bon, on cumulait les deux, quoi. C'était OK. la prépa plus la fac, plus les transports entre les 2. Donc là, je travaille vraiment énormément et puis, trop presque. Cette fois, ça se passe mieux? Bah là, ouais, je Motivation? réussis le concours. OK. Je rentre premier au concours Oh de là là. Ah oui. I know, right? Je rentre premier major de promotion Ouais, quand même. d'École normale supérieure de Cachan. Et donc là, le petit Lyonnais fait sa valise et puis je me retrouve donc dans le Val-de-Marne, OK. super campus, on a un terrain de foot, je me mets au foot et tout. On a une cafette. Non, c'est vrai qu'on est des rares grandes écoles, enfin on avait, puisque ce campus maintenant a été délocalisé à Saclay. Mmh. Mais c'était un vrai campus où on vivait, on avait des chambres sur place. Enfin, donc je vis, ouais, donc là, très, très sympa. OK. Bah, si tu veux bien, on va passer directement dans le dur, là. Donc On va y aller direct. tout à On fait. va passer, au plat. Le gros sujet qui est en ce moment, c'est la dette publique. Oui. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on fait très pédagogiquement. Oui. Qu'est-ce que c'est la dette publique? Mmh. Comment ça se calcule? Comment on est par rapport aux autres pays? Mmh. Est-ce que c'est problématique, la situation Mmh. dans laquelle on vit? Ouais, je veux tout ton avis là-dessus, que OK. tout le monde comprenne. Donc on va passer 2 heures sur la dette publique, donc installez-vous, confortablement. Donc pourquoi on a de la dette publique? Parce qu'on a des déficits publics. Donc qu'est-ce que c'est le déficit public? C'est que chaque année, l'État, pour simplifier, dépense plus qu'il ne reçoit. Voilà, donc si l'État donc qu'est-ce que c'est les dépenses de l'État? On le sait tous, c'est les services publics, Mmh. c'est les fonctionnaires et puis en fait, dans la dette publique, il y a aussi le bilan de la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est surtout d'abord les pensions de retraite, les remboursements de soins de santé, les allocations, chômage, les allocations familiales, les bourses aux étudiants, tout ça, bon. Donc on voit bien les dépenses publiques, on sait ce que c'est. Les recettes publiques, on sait aussi ce que c'est. Il y en a 2 grands types, c'est d'abord les impôts. Mmh. Le premier impôt, c'est celui qu'on paye tous les jours sans s'en rendre Mmh. compte, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qu'on paye sur tous nos achats, légaux. Et puis ensuite, il y a d'autres Mmh. impôts comme l'impôt sur le revenu quand on a des revenus suffisants et puis des impôts payés par les entreprises comme l'impôt sur les sociétés ou aussi des impôts qu'on paye par exemple quand ce qu'on appelle les droits de notaire, quand on fait un héritage important, et cetera. Bon, et donc si les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes, l'État est en déficit et donc en fait, on pourrait dire, on pourrait imaginer, bah, si l'État est vraiment en déficit, il peut pas payer ses fonctionnaires. Alors comment est-ce qu'il va faire? Il va emprunter de l'argent à des gens qui vont accepter de lui prêter cet argent en échange d'un taux d'intérêt. Mmh. Donc, si moi je suis l'État, donc je suis ministre de Mmh. l'économie, que cette année il va me manquer encore 150 milliards d'euros, et toi Antoine, tu es un très très riche milliardaire américain, tu vas me prêter ces 150 milliards et on y gagne tous les deux. Mmh. Moi j'y gagne parce que j'ai l'argent, je peux payer les fonctionnaires. Et toi, tu y gagnes parce que je vais te rendre dans un an tes 150 milliards plus Exactement. Mmh. un certain taux d'intérêt qu'en fait, on va décider, voilà, si je simplifie, un taux d'intérêt que tu es d'accord de recevoir, que moi, je suis d'accord de te le payer. Bon, voilà. Et donc, bah, l'accumulation des déficits, augmenter des taux d'intérêt, c'est la dette. Donc voilà, le premier truc, c'est la dette publique. Ensuite, là, je justifie pas parce que ça serait trop long, on considère et vraiment c'est discutable, mais on peut pas le discuter ici. On considère, nous les économistes, que ce qui compte, ça n'est pas le montant absolu de la dette. Ça Mmh. n'a pas de sens puisque, bah, l'économie croît sans cesse, il y a de l'inflation et donc on va dire ce qui compte, notamment pour évaluer la situation au cours du temps, c'est le rapport entre la dette publique et le PIB. Alors le PIB, qu'est-ce que c'est? C'est le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc il faut avoir cette idée que le PIB, c'est la nouvelle richesse qui est créée chaque année par les entreprises lorsque, en gros, elles vendent plus cher que ce qu'elles achètent, elles créent de la valeur ajoutée. Bon. Et là où il faut faire un tout petit peu attention, c'est que ce PIB, en fait, tel qu'il est mesuré, en fait, il est mesuré de la façon la plus simple possible et donc il peut augmenter de 2 façons. Soit parce qu'on produit plus, Mmh. soit parce que les prix augmentent. Voilà, et donc en fait, on a 4 variables en tout, donc c'est là qu'il faut être un peu attentif, mais après j'ai terminé. Il y a 2 variables, hein, qui poussent la dette publique à la hausse, c'est le déficit et les taux d'intérêt. Mmh. Et il y a 2 variables qui poussent le PIB à la hausse, c'est la croissance et l'inflation. Voilà, et donc, et ben, suivant la vitesse d'évolution de ces 4 variables, notre ratio dette publique sur PIB, et ben, soit il va baisser, soit il va être stable, soit il va augmenter. Mmh. Et effectivement, le problème de la France, c'est que ce ratio, augmente pas très vite, mais il augmente très régulièrement, Mmh. maintenant depuis des décennies. Et en fait, il y a qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à chaque choc, heu, soit politique, soit économique, le ratio dette publique sur PIB, il augmente. Il peut augmenter très vite. Mmh. Par exemple, une des dernières les 3 dernières augmentations, c'est
2008, crise des Ouais, subprimes, où là, le ratio dette publique sur PIB, je crois qu'il augmente de 10 ou 15 points. OK. Et puis ensuite, c'est le Covid, Mmh. hein, où là, l'État distribue de l'argent alors qu'on ne produit plus rien Ouais, puisque c'est ça. l'économie est à Toutes les l'arrêt. aides aux entreprises, les Les aides salaires aux qui sont versés. entreprises, les salaires qui sont versés alors qu'on travaille pas. Et donc, en fait, à chaque fois, ouais, il y a des marches d'escalier comme Mmh. ça et on n'arrive jamais vraiment à le faire redescendre ce ratio. Est-ce que c'est grave? Eh ben, en fait, on a longtemps pensé, et j'ai fait partie des gens qui ont dit que c'était pas grave parce que pour des raisons qu'on verra pas non plus aujourd'hui, les taux d'intérêt étaient très faibles à ce Ouais, moment-là. ouais, c'est Non, vrai que mais ils étaient à 0. Et donc, en fait, même l'État, du fait de l'inflation justement, gagnait de l'argent en empruntant. Et donc moi, j'ai mmh, fait partie des gens, j'ai écrit ça il y a quelques années, disant: «Là, il faut s'endetter un maximum pour mmh. investir», Dans la parce que transition, par dans la exemple, transition écologique, ouais. évidemment, et qu'il fallait aller à fond sur l'isolation des bâtiments, à commencer par les écoles, mon Dieu, les transports publics, faire L'éducation, peut-être aussi? l'éducation, faire reculer la voiture un maximum et puis, mettre fin à toutes les passoires thermiques, Mmh. tous les gens qui crèvent de chaud l'été et de froid l'hiver. Enfin, c'était évident ce qu'il fallait faire, sauf qu'on l'a pas fait et que maintenant on a un énorme stock de dettes et que pour différentes raisons, les taux d'intérêt augmentent à l'échelle mondiale et que là où ça devient problématique pour nous, c'est que maintenant, donc la règle à retenir, c'est que ça ne va pas bien si le taux d'intérêt que vous payez donc est supérieur à la croissance totale du PIB, donc croissance plus inflation et malheureusement, on n'en est pas encore là, mais c'est certain que c'est ce qui va arriver dans les années à venir puisque les dernières levées de dette, de l'État français pour, la dette à 10 ans se sont Mmh. fait au taux d'intérêt de 3,5. Et c'est beaucoup, enfin, pour les auditeurs, peut-être Voilà. que ça leur parle pas, mais Moi non plus. Franchement, ça me parle non, mais c'est vrai, ça me parle pas 3,5 en pensant que c'est tout petit. Mais le PIB total en 2025, mmh, il va augmenter à peu près de 2. On va avoir à peu près à la louche 1 d'inflation et au maximum 1 de croissance et sans doute moins. mmh, Et donc tu vois que si tu reprends ton petit ratio, il faut peut-être l'écrire même sur une feuille, mais si tu reprends ton petit ratio dette publique sur PIB, bah, si ton taux d'intérêt c'est 3,5 que sur les nouvelles dettes, mais voilà, et qu'en bas, ça augmente que de 2. Tu vois mmh. que ton ratio, il augmente Oui, c'est ça, ouais. et que là, on voit on est parti là pour les prochaines années, on va avoir une faible croissance, aussi une faible inflation, heureusement, mais ce taux de 3,5, il va rester là, il va peut-être augmenter et donc là, comme on a un très, très gros, stock, de dettes, donc qui est supérieur, heu qui est largement, supérieur au PIB, et Mmh, bah, quand tu as un très gros stock, une toute petite hausse des taux d'intérêt, mmh. ça représente des intérêts à payer à la fin de l'année très importants et donc Bayrou l'a dit et c'est vrai, La fameuse charge de la dette, non? voilà, la fameuse charge de la dette, c'est-à-dire que qu'est-ce que la dette nous coûte chaque année? Ouais, Bon, bah, Bayrou l'a dit maintenant, effectivement, c'est un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est de l'ordre de 50-60 milliards d'euros, par an, ouais. donc c'est, Devant l'éducation, peut-être, c'est quoi, non, par c'est exemple? derrière l'éducation. Ouais, C'est c'est derrière OK. l'éducation, mais c'est en deuxième et Ah c'est oui, donc devant la défense nationale. c'est quand même un gros poste. Donc c'est un poste énorme. Alors là, la discussion est un peu biaisée parce que cette dette, elle sert à faire des choses Mmh, et ce que nous rapporte la dette, par exemple en investissement public, on le voit pas. mmh, Donc voilà, il faut pas c'est pas juste de juste considérer, mmh. les intérêts de la dette. Mais le fait est qu'ils ont augmenté et qu'on sait, que, dans 5 ans, enfin là, on est parti sur une trajectoire qui me fait vraiment flipper. Le consensus des économistes, alors on se gourre tout le temps, espérons qu'on se gourre, Ouais. ça m'arrangerait, mais c'est que dans 5 ans, ça soit 100 milliards. De charge de Ouais, ça veut dire qu'on va payer, ouais, en 2030, voilà. 100 milliards d'euros L'État doit payer 100 milliards. pour Ouais. rembourser ceux qui nous ont donné de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, donc c'est énorme. Là, pour rembourser, en fait, pas vraiment rembourser, mais enfin, disons, voilà, pour pouvoir Oui, continuer à emprunter ouais. en remboursant les intérêts Et si les et gens veulent encore nous prêter? voilà, c'est ça. Mais c'est justement et c'est là que la situation n'est pas très encourageante. C'est qu'évidemment, plus tu es endetté, plus, les prêteurs sont en position de force Mmh, et sont en mesure, évidemment, de se gaver en te demandant des taux d'intérêt de plus en plus élevés mmh, et donc là, c'est l'effet boule de neige, mmh, qui est très mauvais. Alors on s'en est sorti super bien en 2023. mmh En mh, 2023, tu as une énorme inflation, donc là, c'est magique l'inflation, mmh, puisque comme on a une inflation de 6 ou 7 cette année-là, le ratio dette publique sur PIB en 2023, il baisse alors qu'on a un déficit de dingue. mmh. Et parce que le PIB augmente énormément grâce à la hausse des prix. Donc l'inflation, elle nous a sauvés une fois, mais elle a aussi causé des problèmes sociaux terribles, augmentation du taux de pauvreté, comme les chiffres sont sortis Mmh. récemment. On ne peut pas le souhaiter, de toute façon, on ne peut pas la provoquer. Donc l'inflation, ça marche une fois, ça marche pas deux. Donc là, voilà, non, non, la dette publique, c'est pas le premier problème du Mmh. pays, mais dire que c'est pas un problème, je pense que c'est une erreur. OK. Mais cette dette, elle est tu l'as dit, elle est due grâce à des chocs qui ont été économiques, la crise 2008, Covid, Mmh. mais c'est aussi un manque de recettes aussi, Oui. si je me trompe pas?
Ouais, Est-ce tout que tu à peux fait. nous dire, Ouais, pourquoi en fait, les recettes de l'État ont diminué comme ça aussi? c'est ça. Donc là, si on compare, la situation du pays en 2017 et la situation aujourd'hui, donc depuis l'arrivée au pouvoir, d'Emmanuel Macron, lors de sa première élection, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que les dépenses publiques rapportées au PIB sont à la même proportion. Ouais. Voilà. Donc c'est faux de dire que c'est à cause des dépenses publiques? Oui, c'est faux de dire que les dépenses publiques Parce qu'on auraient on ouais, l'entend partout dans les médias. on l'entend partout, c'est ça. On peut souhaiter baisser les dépenses publiques Mmh. pour tout un tas de raisons, souvent effectivement très mauvaises, mais on ne peut pas dire que le déficit et la dette sont dus à une augmentation des dépenses Mmh. publiques, ça n'est pas vrai. Par contre, ce qui a baissé depuis, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est les recettes Mmh. publiques qui ont baissé à peu près de 3 points de PIB. Et donc, si je simplifie, mais en fait, c'est presque exactement ça les chiffres. Heu, Macron arrive en 2017, tu as 3 de PIB tous les ans Mmh. de déficit. Mmh. Si tu enlèves, faut si tu rajoutes, je sais pas comment dire, si tu diminues tes recettes publiques de 3 points, ça fait 6. Mmh. 3 et 3, ça fait 6. Et 6 de PIB, c'est exactement le déficit public qu'on a à peu près ces dernières Ah années. ouais. C'est un peu moins, mais l'ordre Mmh. de grandeur, c'est ça. OK. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que 3 de PIB? Là, c'est cool, les chiffres sont ronds, parce que le PIB en France, c'est exactement 3 000 milliards. Donc 1 de PIB, c'est 30 milliards. Et donc 3 de déficit en plus, c'est 90 milliards. Voilà, et c'est là que ça fait très, très mal puisque, bon là, c'est des lois mathématiques vraiment très simples. Heu, Étant donné ce qu'on a dit sur le niveau des taux d'intérêt, la croissance et l'inflation, si je veux, François Bayrou, le grand économiste, François Bayrou, bizarrement, je sais pas, il a dû se réveiller après avoir dormi pendant 50 ans, l'a parfaitement dit, et c'était horrible parce que presque tout ce qu'il disait était exact. Il l'a dit dans sa, je crois, sa dernière grande conférence de à peu près sur la dette. Donc le déficit qui permettrait donc de stabiliser notre ratio dette publique sur PIB, c'est 3. Aujourd'hui, on est quasiment à 6. Passer de 6 à 3, ça voudrait dire que donc chaque année, Mmh. hein, le solde budgétaire de l'État s'améliore de 90 milliards d'euros. Et donc dernier chiffre pour que les gens, aient envie de manger, énormément de chocolat Mmh. ou de consommer de l'alcool. On est 70 millions d'habitants en France, donc 90 milliards divisé par 70 millions, ça fait plus de 1 000 € heu, de chute de niveau de vie. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, si on baisse le déficit, soit on augmente les impôts, soit on baisse les allocations, chômage, Ouais. retraite, et cetera. Dans tous les cas, en moyenne, alors Oui, oui. la moyenne, c'est un peu débile. Ce Ouais. sera peut-être 10 000 pour certains, Ouais et ou même 100 000 pour certains et 0 pour d'autres. Ouais. Mais quand même, ça veut dire qu'en moyenne, donc sur la population, hein, Ouais, avec ouais. les enfants, avec les personnes de plus de 90 ans, et cetera, en moyenne, le niveau de vie devrait, diminuer, de 1 000 € par an pour, voilà, et on voit bien que c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Donc là, il y a un gros, gros souci. Ouais. Ouais. Mais, qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible à mettre en place pour justement récupérer, l'argent qu'on en fait, on a fait beaucoup de cadeaux aux entreprises, ça on l'a Ouais. peut-être pas dit, mais, est-ce qu'il faudrait retaxer les entreprises? Il y a aussi tout le débat autour de la taxe Zuckman pour récupérer de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors en fait, ma première vraie réponse, elle est pas économique. C'est-à-dire que je pense que l'erreur, de Macron, surtout de Macron 2022. En 2017, Macron, il a un récit, Mmh. bon, auquel moi j'adhère pas, mais qui est pas absurde, sur la Startup Nation, Mmh. hein. Et c'est de là que découlent les baisses d'impôts. C'est-à-dire qu'il nous dit: «On est en retard sur les nouvelles technologies et tout ça». C'est vrai. Hem Et par contre, c'est là qu'il se plante. On va attirer, il veut faire 2 choses, hein, et on l'a très bien vu, et ça, c'est ça le problème démocratique de Macron, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui gouverne la France en revendiquant le fait qu'il ne s'adresse pas aux Français. C'est-à-dire qu'il nous dit: «Moi, ce que je veux, c'est que les investisseurs étrangers viennent en France», et donc il fait des sommets à Versailles, Mmh. dont le nom est parfait, il s'appelle «Choisissez la France», hein, «Choose France». Mmh. Donc ce qui veut dire, on sait qu'il rencontre Elon Musk, on voit qu'il est tout content d'être pote avec des milliardaires, ça lui met des étoiles dans les yeux, comme si moi je rencontrais Antoine Dupont, et cetera. Bon voilà, le gars, on voit, il est Je il crois que est tu dire Antoine Thiraud, je ouais, j'ai déjà Antoine. J'ai déjà Antoine, la moitié du chemin est faite. La moitié du chemin est faite. Et donc bon, mais non, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que la réforme des retraites, c'est il en a pas grand-chose à faire, en fait, de l'équilibre budgétaire. C'est un signal envoyé aux investisseurs internationaux en disant: «La France, on a été une exception sociale dans le monde, c'est fini. On est comme les autres, on est géré aussi sérieusement que les autres, les gens vont bosser dur, et moi, je vais baisser effectivement les charges sur les Mmh. entreprises». Il y a des charges aux entreprises, c'est vrai. Et là où il se gourre totalement, Macron, et c'est terrible, c'est que justement, il connaît tellement mal la France et il aime tellement peu la France
qui ne s'appuie pas sur nos forces. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir la semaine dernière, prix Nobel de physique français. Sauf que le mec, il est à Yale. Mmh. Et ces 10 dernières années, tu as un prix Nobel de physique français, tous les 2 ou 3 ans. Mmh. On a des bases industrielles et de recherche exceptionnelles autour maintenant du plateau de Saclay, de l'école polytechnique, des laboratoires du CNRS, et Mmh. cetera. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et moi, c'est ce que j'attendais comme universitaire. C'était enfin, à l'image de ce que font les États-Unis, réussir ce lien entre les entreprises, l'université, la recherche, l'industrie. Mmh. Fallait nourrir ça, y compris peut-être avec des baisses d'impôts pour attirer les meilleurs chercheurs du Mmh. monde entier. J'en sais rien, mais il fallait forcer ces gens-là, forcer nous, à travailler ensemble, et cetera. Il l'a pas du tout fait, Mmh. pas du tout fait. Et donc là, donc ça n'a pas marché. Donc effectivement, il baisse les impôts, mais au moins il avait un récit. En 2022, on se rappelle, c'est très bizarre, il fait pas campagne, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives. Il est réélu par défaut et depuis, on tourne en rond. Donc pour répondre vraiment à ta question budgétaire, on va pas tu vois, bah, voilà, on fait la blague sur le ministre de l'économie. Là, si je me présente à la présidentielle, je dis aux amis: «Allez, c'est 1 000 € de niveau de vie, par personne. Là, vous êtes une famille de 4, allez, je vous le fais à 5 000, parce que c'était un peu plus, hein. Je vous le fais à 5 000, votez pour moi». Il dit: «Ah bah, Gilou, on aime bien tes blagues, mais peut-être pas, non», tu vois? Voilà, hein, pas sûr. Mmh. Donc c'est pas possible. Donc ce qu'il faudrait et le grand récit, voilà, c'est là que les écologistes ont totalement raison, mais ils ont raison depuis les années 70, c'est ça le Mmh. problème, c'est que ça fait un demi-siècle qu'ils ont raison. C'est qu'effectivement, le grand récit, surtout un pays comme la France, qui a autant d'atouts naturels, où on a une telle qualité de vie, c'est d'arrêter, la recherche de la croissance, c'est de vivre bien et se diminuer les coûts des gens. Moi, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu de ça. Et d'ailleurs, bon, elle a pas du tout été élue, mais Kamala Harris, aux États-Unis, elle l'avait bien compris. Il y a une crise du salariat dans l'ensemble des pays riches et elle faisait campagne, j'ai donné le texte à mes étudiants, sur le fait qu'il y a une très forte inflation, Mmh. aux États-Unis. Ça a coûté d'ailleurs, enfin, c'est ce qui a permis la victoire, de Donald Trump, c'est un des facteurs Mmh. décisifs. Elle disait: «Voilà, il faut baisser le coût de l'alimentation, il faut baisser le coût du logement, il faut baisser le Mmh. coût de la santé» et tout ça, on peut le faire. On peut le faire en France pour plein de raisons, on va pas rentrer là-dedans. Mmh. Mais cette question écologique, cette question de la santé, cette question du bien vivre, Mmh. on voit bien que c'est ça les aspirations de plus en plus de gens Mmh. et là, en tout cas, tu as un récit. Donc si tu fais ça, tu peux emmener les gens et ça n'empêche pas qu'effectivement et donc c'est là que c'est moins c'est moins sympa ce que j'ai à dire. Oui, il faut absolument arriver à réduire le déficit et donc je pense qu'il faudra jouer sur les 2 leviers. C'est-à-dire qu'il faut effectivement augmenter ou réaugmenter certains impôts. Mmh. Il faudra aussi baisser certaines dépenses. Je pense notamment que malheureusement, les retraites les plus élevées en France doivent baisser. C'est-à-dire que, voilà, les retraites à 4 000, 5 000 €, ça n'est plus possible, Mmh. vu l'état général, du pays. Juste sur Macron, il faut être bien précis. Macron, par électoralisme, donc c'est là qu'il était vraiment très faible et pas du tout différent de ses prédécesseurs. Les baisses d'impôts d'Emmanuel Macron, il y en a que entre guillemets, un tiers sur les entreprises. Les 2 tiers, c'est sur les particuliers OK. et donc Taxe d'habitation, et notamment taxe taxe foncière. d'habitation, ouais et avant tout taxe d'habitation et donc là aussi, pardon, comme partout quand je discute tout le temps avec les gens, tout le monde me dit: «J'ai pas d'argent, les impôts ont pas baissé Mmh. sous Macron». Si, si, la taxe d'habitation, elle a été supprimée et évidemment tout le monde la payait pas, mais c'est une somme importante. C'est psychologique, de toute façon, on voit pas les baisses, mais on voit les augmentations Alors d'impôts. tu le sais comme moi, c'est démontré par Ouais. plein de tu vois que tu as bien étudié Mmh. pendant tes cours, Antoine, je te félicite. Non, mais c'est très bien, non, parce que c'est une réalité qui est terrible et que moi aussi je veux pas croire, mais voilà, tu l'as étudié comme moi. Les expériences de psychologie Mmh. sociale montrent, c'est absolument dingue. Voilà, tu me donnes 100, ça je fais bof, tu me prends 10, je t'ai envie de te tuer, quoi. Donc effectivement, on ressent, littéralement, enfin c'est mesuré 10 ou 100 fois plus les pertes que les gains, quoi. Donc ça se compense pas et Mmh. donc une difficulté pour les hommes et les femmes politiques, c'est que vraiment, les toutes petites hausses d'impôts sont très vivement ressenties, alors que les baisses, on le voit bien avec Emmanuel Macron. Si les baisses d'impôts te rendraient populaire, le mec, il serait à Mmh. 80%. Bon, là, il y est pas tout à fait, quoi. Mais surtout que les baisses qu'il a faites, c'était aussi sur toutes les entreprises, Oui. mais il y a pas eu de contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a pas eu de Mmh, contrôle de ces je sais pas si tu as vu, il y a eu bah, si tu l'as vu, c'est mmh, sûr, mais le rapport du Sénat sur, qui table 211 milliards ouais, d'euros d'aides aux entreprises et mmh, là, je crois que cette année, on veut faire 44 milliards d'économies mmh. et à côté 213 d'aides, Ouais, alors mmh, moi, bon, je suis partagé sur ce ouais, rapport du Sénat. D'abord, quand même, il faut défendre Fabien Gay, oui, le sénateur sénateur, communiste. communiste qui est hyper drôle. Avec son accent. Ouais, ouais, qui est hyper fort. Je conseille à tout le monde de le suivre. Le Ouais. mec est passionnant. Mmh. Il est passionnant et il a au cœur le souci du pays. Mmh. Ce que n'a pas Emmanuel Macron. Mmh. Voilà, donc ça, moi, je reconnais totalement. La deuxième chose, c'est que Fabien Gay a un travail de chien. Il fait des centaines de réunions, je sais pas combien, il y a de milliers d'heures de travail. Enfin, le gars, il s'est pas levé un matin, il a demandé à ChatGPT de lui rédiger son rapport. C'est grâce à ce monsieur qu'on a tous appris
que nos chers parlementaires sénateurs ne connaissaient même pas la liste des dispositifs fiscaux dont bénéficient les entreprises, Mmh. encore moins le montant en face de chaque dispositif et encore moins les effets de chaque dispositif sur l'emploi, l'activité, l'investissement. Mmh. Donc c'est du délire et ça effectivement, ça fait hurler tous les économistes, c'est qu'on est un grand pays riche, on vote des lois où, et des milliards sont en jeu et moi ce que j'aimerais, il faudrait que les hommes politiques se l'auto-imposent, c'est très facile, c'est qu'à chaque loi, qui a une dimension budgétaire, il faudrait que, 1 des sommes ou 1/1000 des sommes soient automatiquement versées à des organismes de recherche indépendants pour collecter les données et qu'on sache ce que ça donne. Voilà, donc ça, je tiens vraiment à le féliciter très fortement pour ça. Maintenant, je pense que le chiffre de 211 milliards n'est pas juste OK, politiquement, ni même économiquement. OK. Alors j'explique, c'est que, par exemple, il met dedans les très fortes baisses de cotisations sociales au Mmh. niveau du SMIC. Or, il ne me semble pas juste de dire que ces baisses de cotisations sociales bénéficient aux entreprises et sous-entendu que aux entreprises. Effectivement, ça diminue le coût du travail pour Mmh. les entreprises qui embauchent des gens au SMIC. Mais le fait est que le but, c'est de favoriser l'emploi de ces personnes-là. Mmh. Donc, c'est des aides aux entreprises, mais on peut aussi dire que c'est des aides à l'emploi, Mmh. aussi dire que c'est des aides aux personnes qui touchent le SMIC et qui, sans ces aides, pour une portion d'entre elles, difficile effectivement à évaluer, seraient au chômage. Donc, il faut Mmh. faire attention, quoi. Et même les aides aux entreprises, moi là, je pense aussi, ça je pense c'est un des gros problèmes de la gauche actuellement, c'est qu'on ne veut pas se dire les choses. On est dans une économie capitaliste. On est dans une économie hyper concurrentielle. Mmh. Donc les entreprises, elles font ce qu'elles peuvent et tu as besoin que les entreprises fonctionnent. Après, le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qu'elles produisent, où vont les profits. Mais on ne peut pas être contre les entreprises. Ou alors, si on est contre les entreprises, moi, ça me va très bien. À ce moment-là, on revendique vraiment un autre système économique qui fonctionne différemment, notamment qui implique, pour commencer, la fin du libre-échange, des droits de douane aux frontières et la sortie de l'Union européenne, etc. C'est la Protectionnisme. un protectionnisme, voilà, et un contrôle des capitaux, enfin, c'est une autre société, ça me va, mais on peut pas, le fait est, là, il y a un site qui fait très mal, mais qui est très intègre, qui s'appelle FIPECO, Ouais. qui est animé par un monsieur qui s'appelle François Ekal, qui est un ancien grand comptable de l'État. Bon, c'est pas un gauchiste, hein, le camarade François, c'est clair. Mais bon, il bastonne tous les chiffres d'Eurostat et tout, et on voit bien que même après les aides Macron, les impôts sur les entreprises, en France, sont nettement plus élevés que dans la moyenne de l'Union européenne. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on voit bien tous les patrons qui se plaignent. Alors évidemment, ça, c'est très pénible, mais ils ont pas entièrement tort. C'est-à-dire que les gars font face à des coûts de production pour produire la même chose, beaucoup plus élevés que s'ils étaient en Pologne. Mmh. Et donc, dans une Union européenne de libre marché, bah, les gars, ils vont faire, on l'a très bien vu, l'exemple typique, c'est l'automobile. Mmh. Renault qui est parti en Roumanie il y a très longtemps parce que les salaires étaient le tiers, Mmh. de nous. Et donc, le problème, c'est qu'en France, les salaires par rapport aux autres pays de l'Union européenne sont élevés et en plus, les cotisations sociales sont élevées. Donc, l'écart est trop grand, Ouais. voilà, de Même compétitivité. ces baisses ne suffiront pas à Non. concurrencer la Pologne, enfin, ou des pays, Alors européens. voilà, donc c'est là par contre et c'est là qu'on peut vraiment retourner l'argument et c'est là la grande erreur, économique, d'Emmanuel Macron qui avait été très bien décrite par exemple par Thomas Porcher à l'époque, qui a écrit un petit livre qui s'appelait à peu près, bref, petit traité inquiet de Macron économie, il y a un petit jeu de mots Ah comme oui, ça. OK. Ouais, il l'avait écrit tout de suite en 2017 en disant: «Ces baisses ne suffiront pas, il y a aucune chance qu'elles marchent. Par contre, tu prives l'État de moyens, tu creuses le déficit» Ouais. et donc effectivement Macron, pour notre grand, grand malheur à nous, s'est totalement planté parce que la réindustrialisation n'a pas lieu. C'est-à-dire que l'emploi industriel aujourd'hui est exactement au même niveau qu'en 2017, donc il y a aucune réindustrialisation. Par contre, il nous laisse une dette publique complètement défoncée Mmh. et enfin qui explose et des services publics qui se sont cassés la gueule pendant ce temps-là. Donc le bilan est effroyable de Macron. Ouais, ouais. Bah, toi, tu le vois même, dans ton quotidien, Ouais, le manque d'argent dans les services publics, voilà, c'est ça. enfin, Bah, c'est vrai que, bah, moi je le vois triplement parce que quand tu prends la ligne 13 de la RATP pour arriver à Paris 8, tu as un petit combo, tu dis: «Ouais, là, ça sent quand même la pauvreté les amis, là, ça sent pas le». Bon évidemment, si tu prends la ligne 14 pour arriver, chez Fauchon à la Madeleine, c'est un peu différent, quoi, donc alors ce qu'il y a, je peux faire les 2, c'est ça qui est bien, c'est sûr. dans la même journée, Mmh. mais oui, on le constate tous, quoi, la dégradation des services publics, notamment l'école et l'hôpital, c'est complètement dingue. Mmh. C'est d'ailleurs un argument aussi des Français qui disent: «Bah, en fait, on paye beaucoup d'impôts pour des Mmh, services publics qui ne marchent plus, en fait», ouais, et j'ai du mal à leur dire, bah oui. je sais pas quoi leur répondre, en fait, parce J'étais qu'ils ont raison. Bah, j'étais comme toi, moi, au début, je disais: «C'est pas vrai». Après, maintenant, Ouais, il faut arrêter de se mentir, c'est vrai. Alors, quelle est l'explication? Donc l'explication, elle est horrible, je vais vous la donner et c'est la faute de personne, mais c'est les retraites. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas savoir ça avant, c'est que
Donc dans le privé, comment ça se passe? Les entreprises cotisent, versent des cotisations sociales à un organisme extérieur aux entreprises évidemment, qui s'appelle donc, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et puis les retraites complémentaires qui sont gérées par des organismes de statut privé, où sont représentés les employeurs, les syndicats, c'est tous les trucs Agirc, Carco et cetera qui marchent très bien et qui sont excédentaires. Bon et donc si toi tu es une entreprise, bon, bah, c'est très clair ce que tu payes en salaire net aux gens et ce que tu payes en cotisation sociale qui alimente des caisses dont tu as rien à faire. Enfin, c'est pas tu es obligé, voilà, c'est des taux, c'est pas ton argent. L'État, c'est différent et jusque-là, c'est pas débile, mais vous allez voir, ça a des conséquences dingues. C'est que l'État, lui, il a pas de caisse de retraite extérieure. Absolument pas. Il y a pas de caisse des fonctionnaires, du tout. Mmh. Il y a même pas d'écriture comptable et donc ça veut dire que, tu prends le budget de l'éducation nationale, 90 du budget de l'éducation nationale, c'est personnel. C'est-à-dire qu'on sait très bien, les écoles sont entretenues par les mairies, les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est les régions. Donc le ministère de l'Éducation nationale, il verse quasiment que des salaires et puis quelques achats de matériel, mais c'est pas grand-chose. Enfin, que les salaires, erreur. Que de l'argent, disons à des profs, mais aussi à des retraités. Mmh. Alors ces retraités ne sont pas forcément des retraités de l'enseignement, c'est des retraités de la fonction publique et même des entreprises publiques qui ont été privatisées depuis, donc ça c'est dingue. Mais ce qu'on a découvert, grâce, à un ancien haut fonctionnaire qui s'appelle Jean-Pascal Beaufret, qui a monté ça il y a quelques années, mais c'est assez récent, c'est que donc, tous les chiffres qu'on utilise dans la presse, les chiffres que l'État transmet à Eurostat, les chiffres officiels que l'État transmet à l'OCDE, au FMI sont faux. C'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, voilà, la dépense publique d'éducation en France pour un élève du primaire, c'est, on va dire, c'est 12 000 euros par an. Mmh. Mais sauf qu'en fait, non. Parce que comment on obtient ce 12 000 euros? C'est qu'on regarde la masse donc, des salaires plus pension de retraite versée par le ministère, et on divise par le nombre d'élèves au primaire. Mais sauf qu'évidemment, les retraités n'enseignent pas. Et donc, quand on enlève les retraités, on enlève 25 Mmh. des dépenses du ministère. Et donc, ça veut dire que la dépense réelle de, de la France, c'est plutôt 10 000 euros par élève du primaire, et c'est même moins. Mmh. Et donc, dans le classement au sein des pays de l'Union européenne, on est tout en bas. Mmh. Hein. Dans les pays nordiques, c'est 13 000, et on est en dessous de pays comme la Pologne. C'est Ah ouais, 60. non, mais c'est ah oui. Donc, c'est voilà. Ah oui, c'est Et donc, en fait, ce truc tout con des retraites, ça t'explique tout. mmh. C'est-à-dire que comme les retraites sont dans les ministères, sont dans tous les ministères, et ben, effectivement, tu as à la fois des dépenses publiques très importantes pour les retraités, à qui, encore une fois, je ne reproche rien du tout. Les gens ont respecté les règles, ils ont bossé dur. Mmh. C'est vrai que les gens qui ont bossé dans les années 60-70, ils avaient des boulots beaucoup plus durs que nous, là, les petits, hein, les petits urbains qui passons nos journées à papoter dans des jolis. Non, mais c'est vrai, on n'est pas à l'usine, quoi. Il y Oui, a oui, bon, non, mais c'est sûr. faut le dire, non, mais Oui, oui. faut quand même être un peu honnête. Donc ces gens-là, ils ont bossé, bon, moins longtemps que nous, effectivement, 37 ans, 38 ans, ils ont cotisé. On leur verse leur retraite en fonction de leur salaire, il y a rien à dire. Sauf que, en fait, l'État ça va assez loin ce que je vais dire, mais vraiment je tiens à le dire, a un peu maquillé les comptes. C'est-à-dire qu'à mesure que, notamment effectivement dans l'éducation avec les instituteurs qui partaient à 55 ans, tu as une pyramide démographique qui est ultra défavorable avec beaucoup de retraités et qui est d'autant plus défavorable qu'évidemment ces dernières années, on a beaucoup réduit, les recrutements de fonctionnaires d'État. Là aussi, contrairement à une légende, le nombre de fonctionnaires d'État par rapport à la population, il a plutôt tendance à baisser en France. Mmh mh. Il y a une augmentation de la fonction publique à l'hôpital et surtout dans les régions et dans les collectivités locales, les départements, les mairies. Mais ce qu'on entend par service public en France, c'est bon, la police, la justice, l'école, l'hôpital, tout ça, c'est l'État. Mmh. Et ce nombre de gens ramenés à la population a tendance à baisser, alors que, par exemple, si on prend l'hôpital, dans une population qui vieillit, Mmh. normalement, il doit augmenter pour maintenir la qualité de service puisque, on est de plus en plus malade. Bah Bon. oui, c'est sûr. Donc, il y a aucune dérive, comme tu l'as très bien dit, il y a aucune dérive des dépenses publiques en général et en fait, il y a même pas assez de fonctionnaires, Ouais, surtout bah il y oui, a pas assez de fonctionnaires bien payés, comme on le sait tous dans le cadre de l'enseignement, clairement, où tout clairement. le monde, quand tu donnes ton salaire, les gens tombent de leur chaise et c'est pour ça que, Mmh. il y a des profs vacants et c'est pour ça aussi, je tiens à le dire, que la qualité moyenne des C'est ça, enseignants exactement, ouais. recrutés ces dernières années forcément baisse. Tu le dis, enfin, Ouais, les élèves brillants n'ont pas envie d'être prof, en fait. voilà, C'est limite, voilà. un échec de devenir prof, en fait, maintenant. C'est Maintenant, c'est triste. ça. C'est Alors qu'avant, c'était quelque chose de très prestigieux, en fait. à mon époque, c'est ça. Mais ça fait longtemps en plus que c'est le cas. Moi, je me réveille maintenant, mais je sais pas depuis quand, mais ça fait une bonne dizaine d'années, si ce n'est 20, notamment alors évidemment dans les matières scientifiques, c'est Mmh. évident. Si tu es un super bon prof, si tu es super fort en maths, tu vas pas faire prof de maths, quoi. Ça serait la blague. Tu faut Mmh. faire au moins école d'ingénieur, ça a toujours été vrai. Mmh. Mais avant, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des compensations.
Et moi, c'est ce que j'aime. Il y a une grande liberté dans le métier d'enseignant. Tu as moins d'heures de travail que, ben, si tu es ingénieur, chez Airbus et tout ça. Mmh. Sauf que, là où c'est terrible, vraiment terrible pour notre pays, c'est que d'une part, l'écart de salaire est devenu fou et qu'en plus maintenant on fait chier les profs, alors qu'avant tu étais tranquille. Tu faisais tes cours, c'était bon. Mmh. Tu t'occupais de tes élèves pas trop. En France, on s'est jamais trop occupé des élèves. Tu faisais tes cours et tu te cassais, tu avais la belle vie, les vacances scolaires. Mmh. Tout ça, ça existait, c'était vrai. Maintenant, tu as 1000 procédures à faire. Les profs, ils passent des semaines entières, tout le À temps être évalué, ouais. voilà, à être évalués, à évaluer leurs élèves, à retransmettre les évaluations. Ils sont assaillis de 1000 demandes. Ils doivent accueillir, ce qui est génial, des enfants en situation de handicap, mais il y a pas assez, Mmh. d'assistants d'éducation. Enfin bon, c'est devenu un enfer ce métier. Tu as une bureaucratie de dingue, tu es méprisé Mmh. maintenant, le statut social s'est effondré. Mmh. Donc voilà, et quel avenir on peut avoir dans notre pays si effectivement il n'y a pas un prestige et une qualité, Mmh. de vie associée, et de rémunération, Ouais. au métier d'enseignant. Mais donc, pour revenir à ta question, ce sentiment, de la dégradation des services publics, il est vrai et donc on a effectivement un maintien des dépenses publiques par rapport au PIB et une chute de la qualité, des services publics et malheureusement, la première explication de ça, c'est qu'on a une énorme masse de retraités, qui sont, je crois, à peu près 13 millions et qui ont, on le sait maintenant, un niveau de vie, moyen, hein. Mmh. Moyen, j'insiste parce qu'on va me dire: «Moi, c'est pas vrai». Oui, Eh je beh, sais, mais toi, c'est pas la moyenne, ouais. supérieur aux gens qui travaillent et donc là non plus, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Voilà. Par rapport aux actifs. Ouais. On va peut-être, passer à un autre sujet, parce qu'il y a plusieurs sujets que j'aimerais Mmh. aborder. En ce moment, c'est, pour résorber un peu le déficit, on Mmh. pense à la taxe Zuckman qui Oui. pourrait rapporter, je crois 20 milliards, c'est ça, hein? Selon Enfin Gabriel selon selon Gabriel Gabriel. Zucman, ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Non, Parce que je connais un peu ton avis, mais, est-ce que tu peux développer un peu? mais c'est très bizarre ce que fait, Gabriel Zucman, donc je me permets de le situer rapidement. Non, mais c'est vrai, je comprends pas. Enfin, maintenant je commence à comprendre, mais ce que j'ai découvert, me fait un petit peu peur quand même. Donc Gabriel Zucman, c'est un tout jeune, c'est un petit gars, hein, de 38-39 ans, qui est une star mondiale de la discipline. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il a fait sa thèse sous la direction de Thomas Piketty. Il a fait des travaux exceptionnels sur les paradis fiscaux. Mmh. Et comme Thomas Piketty, une des qualités incroyables de Gabriel Zucman, c'est qu'il a produit de la connaissance. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, je sais pas comment, qui a fait émerger, c'est le cas de le dire, plein de statistiques sur l'évasion fiscale. C'est-à-dire que le gars, c'est comme contrairement à la plupart des économistes, qu'est-ce que font la plupart des économistes? Ils chopent des bases de données et puis ils font des calculs. Et lui, il crée la base de données. Donc Mmh. c'est du délire. Et Ouais. donc il contribue à la connaissance universelle. Mmh. Il y a rien à dire. Le gars, donc, il est depuis 10 ans, il était professeur à Berkeley, qui est une des universités d'économie les plus réputées au monde. C'est-à-dire, faut que les gens bien comprennent bien, hein, la mondialisation des économies, c'est les totale depuis au moins les années 80. Pour être prof à Berkeley, c'est exactement comme gagner Roland-Garros, quoi. Ouais, Ou, la Ligue des champions des voilà. des universités, quoi. Exactement, c'est la Ligue des champions, tu es en concurrence avec les meilleurs chercheurs de la planète, avec, des filles et des mecs qui viennent de Chine, qui viennent de Russie, qui viennent enfin voilà, c'est ça que ça veut dire et on fait pas de cadeaux, c'est un univers compétitif à l'extrême. Bon, donc non seulement il est prof à Berkeley, mais ses papiers de recherche qui sont excellents, j'en ai lu certains, sont lus par les étudiants en thèse du monde entier. Il faut voir un peu, de qui on parle et là, effectivement, il nous sort cette argumentation très bizarre et donc fausse, que j'ai critiquée comme d'autres, mais qui est évidemment fausse et n'importe quel lycéen qui fait l'option en sciences économiques et sociales le comprendrait. C'est qu'il nous dit cette phrase, il l'a encore redite ça avec juste à côté de lui Joseph Stiglitz à l'Assemblée. Il nous dit: «Le taux moyen d'imposition des milliardaires, sur leur revenu économique est de 27 Bon, soit, mais ensuite il dit: «Ce qui est inférieur au taux que payent les Français ordinaires qui est de 50 Mmh. et là, comme tu te dis, la caissière du Franprix, elle paye 50 d'impôts? C'est comment il fait ces calculs-là? Alors comment il fait ces calculs-là? Et c'est qu'il fait un truc qui est fou, c'est que pour la caissière du Franprix, il va, bon, par exemple, c'est le SMIC, elle paye pas l'impôt sur le revenu, hein, Mmh. donc le seul impôt qu'elle paye, c'est la TVA en réalité, et elle va toucher même, la prime d'activité, hein, Mmh. donc voilà et donc ce que fait Zuckman, c'est qu'il rapporte les impôts que tu payes, par rapport à ton revenu, ce qu'on appelle marchand, ton revenu du travail, mais sans prendre en compte les aides que tu reçois. OK. Voilà. Or, il y a d'autres travaux en plus d'excellente qualité de l'INSEE des dernières années qui montrent, et là aussi je tiens à le dire aux gens parce qu'il y a un moment, il faut qu'on se réveille un peu en France sur la chance qu'on a malgré tout d'être dans ce pays, qui montrent qu'à peu près 6 personnes sur 10 en France reçoivent plus de l'État
et de la sécurité sociale qu'ils ne payent. OK. Donc Ils ceux qui disent: «Je paye pour les autres», dans 2 tiers des cas, 60 des cas, c'est faux? Voilà, Ah oui, exactement. d'accord. Alors pourquoi? Parce que comme on l'a dit, quand on reçoit, c'est pas comme quand on paye, vraiment. Et d'autre part, on reçoit aussi en nature. L'exemple typique, c'est la famille. Si tu mets tes gamins dans le public, eh ben, l'éducation, elle est gratuite. Mmh. Et donc là, en fait, si tu as plusieurs enfants, voilà, c'est 20 000 à 30 000 € Mmh. que tu gagnes, entre guillemets, chaque année. Mais évidemment, ils sont pas sur ton compte, donc Bah tu oui, les vois c'est pas. ça. Pareil, quand tu es malade et que tu touches tes indemnités, quand on te rembourse tes achats de médicaments, que tu vas à l'hôpital, et cetera. Voilà. Quand votre femme accouche, hein, la gros enfin, quand Voilà. un accouchement, c'est très cher aussi, Un quand même. accouchement, c'est très cher. Les routes sont gratuites. Ouais. Enfin, l'éclairage public, et cetera. Bon, voilà, donc et donc, pour revenir à Zuckman, quand il nous dit que les Français ordinaires et après il dit même les Français populaires, complètement fou, Mmh. payent 50 d'impôts sur le revenu. En fait, il nous décrit un pays qui peut pas exister, où les gens ordinaires paieraient 50 d'impôts sur le revenu, sous-entendu net, alors que non, vraiment ce chiffre est débile. Je suis Mmh. désolé de le dire, ce chiffre est débile. Le taux d'imposition, des travailleurs ordinaires en France, de la vraie classe moyenne qui a 1 500-2 000 € par mois, ces personnes-là, leur taux d'imposition, il est négatif. Ça, c'est très clair. Ils Mmh. reçoivent plus et alors surtout, si tu comptes au cours de ta vie, OK. entre ce que tu as reçu, tu vois, quand tu étais à l'école, la santé et ce que tu vas recevoir quand tu es à la retraite, Mmh. bon voilà, tu reçois bien plus, Mmh. que ce que tu cotises. Donc voilà, donc les prémices sont faux. Bon, on peut dire on s'en fiche. OK, moi je pense qu'on s'en fiche pas du tout parce que quand on est un intellectuel, c'est hyper important d'avoir un raisonnement cohérent et je pense que politiquement, surtout à gauche, c'est mieux d'avoir des raisonnements intellectuellement cohérents parce que sinon tu te fais défoncer par Ouais. la droite et c'est ce qui lui est arrivé, hein, mais il l'a bien cherché. Ah Après, la maintenant droite dit beaucoup de conneries aussi, hein. Ouais, c'est ça. Mais quand en plus elle a raison, c'est horrible. Tu as pas envie que le mec de droite, qui est par ailleurs, un gros bâtard, il ait raison par rapport à Gabriel Zucman sur le Oui. comme il aurait raison dans un séminaire universitaire, sauf que c'est le cas. Mmh. Et donc moi, évidemment, moi, quand j'explique ça sur les réseaux sociaux, je suis repris et cité, j'ai été repris par François de Rugy, tu vois? Ah oui. Bon, bah, là, évidemment, c'est vrai que, tu te caches après, là, quand je mets les lunettes noires quand je vais faire mes courses, c'est la honte. Bon, c'est drôle, je m'en fiche, bon. Bon, mais après, bon, est-ce que Zucman a raison? Et alors, dans ce qu'il propose? Donc son constat est faux. Est-ce que sa proposition est bonne? Non plus, parce qu'il fait ce truc très bizarre, mais en fait, qui découle de son faux constat, c'est de dire, je rentre pas, bon, enfin, on pourrait encore continuer, mais il nous dit: «Ça va rapporter 20 000 000 €». Mmh. Or, en fait, il y a une tribune de jeunes économistes brillants dans le monde. Ils sont 7, il y en a la moitié qui sont pour la taxe et la moitié qui sont contre. Ils ont dit: «Non, ça rapportera 5». Et pourquoi ça rapporterait que 5 000 000 € et non pas 20? Parce qu'encore une fois, Zuckman est tellement obsédé par le fait de dire que les mecs ne payent pas d'impôts, Mmh. que si tu mets 2 au-dessus de 100 millions, et ben, en fait, il y a pas tant que ça à gratter parce que les milliardaires, on le sait, c'est pas des purs héritiers qui touchent des loyers, c'est des gens qui ont des entreprises. Et en fait, tu peux pas dire d'un côté, ils possèdent ces entreprises et ils payent pas d'impôts. S'ils possèdent les entreprises, ils payent l'impôt sur les sociétés. Mmh. L'impôt sur les sociétés, c'est 25 des bénéfices. Donc, leur taux d'imposition, il est pas 0. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait comme si leur taux d'imposition, c'était 0 et qu'en le portant à 2, ça rapporterait 20 000 000 €. Mmh. Et en fait, il y a plein de simulations qui ont montré que parmi, ces milliardaires ou ces multimillionnaires, il y en a qui sont déjà à 2 en fait, sur l'ensemble de leur richesse OK. et que donc la taxe, ne rapporterait rien. Et OK. par ailleurs, évidemment, un des autres problèmes, c'est que, il a fait donc, quand on prend le fameux classement de Challenge là, qui donne les Mmh. 500 plus grands riches, fortunes de France, tu prends sur les 15 premiers, dans la moitié, ils sont à l'étranger. Ouais, donc tu peux même pas les Donc tu peux chercher. pas les taxer. Et enfin, effectivement, encore une fois, on vit dans un monde que je déteste, complètement débile, de circulation totale des capitaux, des êtres humains. Mmh. C'est la mondialisation qui est très heureuse pour les privilégiés, les personnes hyper éduquées, c'est fantastique. Mmh. Là, je peux prendre l'avion, demain je suis à Boston, après-demain je suis à Hong Kong, et cetera. C'est incroyable. Et donc effectivement, je comprends très bien, je l'ai un peu vécu, ce bonheur de la mondialisation des gens qui vont bien. Et donc ces gens-là, effectivement, pourquoi tu te fatiguerais, en plus avec ces nouvelles technologies, ces ordinateurs que tu peux mettre dans ta poche, toutes ces boîtes là où on est ici à la Climate House, il y a des gens là qui créent des entreprises à partir de rien, à partir d'un bureau et d'un ordi. Pourquoi est-ce qu'ils resteraient en France si tu es plus taxé en France qu'en Belgique ou simplement en Espagne? Mmh. Et donc effectivement, la Zuckman après, on en arrive à des trucs loufoques, on nous dit: «Oui, ces fameuses déclarations de Piketty, on va les arrêter à l'aéroport». Ah oui, je l'avais vu, ouais. Donc voilà, donc je pense et ça m'a vraiment fait grandir intellectuellement cette controverse. J'ai été sollicité par beaucoup de journalistes pour en parler et tout. Mmh. C'est que la grande erreur
que j'avais déjà un peu vu, mais pas assez bien vu dans les travaux de Piketty et de Zuckman, c'est qu'en fait, ils acceptent le monde tel qu'il est. Mmh. Et en fait, ils sont très à leur propre image. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très méritocratiques et d'une certaine manière, contrairement à toi et moi, ils vont pas dire, les milliardaires, ils exploitent les camarades ouvriers, ils ont volé leur richesse. Ils acceptent en fait la richesse. Mmh. Donc, si je prends l'exemple de la voilà, de la compétition sportive quand il y a la Ligue des champions, Mmh. où on sait par exemple c'est un très bon exemple d'ailleurs, monsieur Thiraud, Mmh. c'est que la Ligue des champions aujourd'hui, tu as des champions nationaux qui n'y sont plus. Tu sais ça? Des champions nationaux? Oui. Quand j'étais petit moi, Ouais, la Ligue des champions, ouais, c'était le premier de chaque championnat européen. OK. Donc tu avais le champion de, je sais pas, de Macédoine Ouais, ou même de Grèce ou je sais pas. ou de Grèce, Ouais, voilà. Mais il y est plus aujourd'hui, ouais. parce qu'il est trop petit. Oui, bah, oui. Et par contre, tu as 3 équipes anglaises, Ouais, même ouais, même plus, hein, ouais, 4, ou 4, voilà. ouais. Donc la Ligue des champions, tu peux avoir quelqu'un qui gagne la Ligue des champions sans être champion Oui, c'est vrai, bah, oui, 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 effectivement. De son championnat, son propre de championnat, son propre effectivement. championnat. Donc c'est quand même complètement délirant et on a fait ça comme un tout petit peu uniquement pour l'argent, Mmh. parce qu'il fallait que Manchester puisse la jouer, tous les ans et tout. Et donc Piketty et Zuckman, ils nous disent: «La Ligue des champions telle qu'elle est, il y a rien à dire. Mmh. Par contre, l'équipe qui gagne, et qui va ramasser énormément en droits commerciaux et tout ça, là, je vais lui prendre 80 de ce qu'elle a gagné». Mmh. Mais sauf qu'en fait, justement, si tu acceptes ce monde tel qu'il est, tu peux pas après aller voir le vainqueur qui a mis des moyens dingues pour faire tout ce qu'il fait, puis lui dire, taper sur l'épaule, dire: «Allez, passe à la caisse». Évidemment, c'est à la base qu'il faut jouer. Et Mmh. donc effectivement, il faut lutter contre les inégalités, ce qu'on appelle les inégalités primaires en Mmh. économie. Donc ça passe évidemment par les services publics, ça passe par, lutter contre l'évasion fiscale, contre les privilèges des très grandes entreprises et cetera. Et on peut pas accepter le monde tel qu'il est et notamment l'Union européenne et ensuite vouloir, corriger ses défauts, sachant que les gens que tu veux pénaliser ont tous les moyens de pouvoir échapper aux «sanctions financières» entre guillemets que tu voudrais leur imposer, quoi. Ouais, c'est ça, ils remettent même pas en cause le néolibéralisme, le libre-échange, comme tu dis, en fait. Pas du tout. Ouais. Enfin, sauf justement, les choses vont très vite puisqu'on a une tribune Bah, maintenant, ju ouais, on en voilà, on de en parle. Thomas Piketty, Ouais. d'il y a 3 jours, je crois, dans Le Monde, qui pour la toute première fois dit que l'Union européenne va au désastre industriel, si elle persiste dans, sa folie du libre-échange. Mmh. Donc là, les choses changent assez vite. Mmh. Autre sujet, qui est un peu lié, la question de Ouais, l'héritage. ouais. J'ai vraiment envie qu'on en parle. Comme je t'ai dit, moi, quand j'en parle en débat avec des amis, de la famille, Mmh. les gens sont effarés de se dire: «On va taxer les gens sur l'héritage parce que c'est les produits de leur travail, de toute leur vie». Ouais. Mais il y a quand même un consensus des économistes qui Mmh. disent: «C'est pas possible, là, on devient une société de rentiers». C'est-à-dire que je crois que le chiffre, c'est 2/3 du patrimoine d'une personne, c'est du patrimoine qui est hérité. Ouais. Donc je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. Mmh. Donc en fait, il vaut mieux maintenant, hériter que mériter, en fait. C'est pas ça, non? Très joli. Si. Alors ça, c'est les meilleures pages justement du livre de 2013 de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, où en fait, on voit qu'il a une vraie tristesse et une vraie émotion. Il dit: «Bah, ouais, c'est tellement important l'héritage maintenant». Il montre des calculs très simples en disant qu'il y a toute une portion de plus importante de la population qui, par le simple héritage, va toucher, plus d'argent que, je crois, la moitié de la population française touche par son travail dans la totalité de sa vie. Ah, c'est Et donc là, on se dit c'est et donc justement parce qu'il est obsédé par l'histoire longue, Piketty, il se définit d'ailleurs presque parfois, plus comme un historien qu'un économiste et il mmh. dit: «Bah, c'est le 19e siècle, quoi». C'est-à-dire que c'est Balzac, c'est, bah, tu nais riche, tu restes riche, tu nais pauvre, tu restes pauvre et on voit bien autour de nous, hein, Mmh. qu'en plus avec l'éducation, par exemple, privée de plus en plus chère, Exact. la santé coûte de plus en plus cher. On Oui. voit bien qu'effectivement, on n'est plus dans la France soi-disant égalitaire qui a jamais existé en réalité, mais qui était un peu égalitaire, qui était un peu méritocratique dans laquelle j'ai grandi Mmh. et que celle dans laquelle toi, tu as grandi et celle dont on voit bien que les inégalités sont folles. Mmh. Et alors effectivement l'héritage, ce qui est assez drôle, moi ce que j'aime bien dire de l'héritage, c'est que c'est quelque chose qui réussit, l'exploit d'être à la fois totalement antisocialiste, évidemment puisque Ouais. mais aussi antilibéral. Antilibéral, parce que pourtant c'est comme à la base, c'est quelque chose de libéral pourtant, non? Alors pas du tout parce Non? que, bon ça en France on a du mal à comprendre parce que c'est là Mmh. aussi très mal enseigné et cetera. Mais le libéralisme justement, c'est on prend l'exemple, c'est la course. C'est la course juste, Mmh. c'est-à-dire c'est les jeux olympiques. Ouais. En supposant enfin justement, enfin non, voilà, le vrai libéralisme, c'est les jeux olympiques, mais je fais pas attention sur le fait que les sprinteurs américains ont 10 fois plus de moyens pour s'entraîner, que les sprinteurs, par exemple du Sénégal. Mmh. Voilà. Mais le jour de la course, chacun a ses chances et que le meilleur gagne. C'est ça le Mmh. libéralisme. Bon et donc il y a une idée justement d'égalité des chances qui est absolument fondamentale et qui justifie les inégalités. Si tu as pas ça, voilà, si le gagnant ne mérite pas sa victoire, il mérite pas ce qui vient avec et donc tout tombe. Ouais. Et donc, ce qui est fondamental quand tu es un vrai libéral,
Mmh. c'est qu'il faut qu'il y ait absolument pas d'héritage. C'est-à-dire que justement, sur la ligne de parce que l'héritage, en fait, c'est le sprinter américain, il commence la course avec 20 mètres Ouais, d'avance, c'est quoi. ça, ouais. Voilà et donc Ouais. sur le 100 mètres, il est sûr de gagner Mmh. ou même 90 mètres d'avance Mmh. parce que voilà, bon et donc vraiment, très sérieusement, encore une fois, là, je suis pas dans la réalité vécue des gens, Mmh. mais l'héritage, est rejeté, en fait, normalement, par les 2 grandes traditions, économiques et philosophiques en économie, mais vraiment très fortement. Si tu es un vrai socialiste pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas parce que ton père ou ta mère était riche que toi, tu dois être riche. C'est une violation très forte de l'égalité entre toi et tes copains et tes copines du même âge et encore une fois, si tu es un vrai libéral, c'est la même chose. On veut que toi, Antoine Thiraud, on sait que tu vas devenir millionnaire, effectivement, mais que ce soit par ton travail, par ton Mmh. mérite, par ton talent et pas parce que papa et maman t'ont légué une immense, maison, au Touquet, par exemple. Ouais. Donc c'est ça qui est drôle. Après, quand on vient à la réalité, moi, c'est vrai que je suis pas du tout attaché à l'héritage. J'ai jamais pensé que mes parents devaient me laisser quoi que ce soit et j'ai jamais pensé que je devais laisser quoi que ce soit à ma fille. Donc ça, c'est très personnel et je comprends bien que les gens sont énormément attachés à l'héritage. Moi, j'ai pas de maison de famille et tout, bon et donc moi, ma proposition, c'est de dire comme on parle toujours des maisons, ça me saoule un Ouais. peu. Voilà, donc moi, ma proposition que je fais d'ailleurs dans mon prochain livre à paraître, Mmh. le 30 octobre, Ouais. c'est de dire, heu, je fais un peu comme le don d'organes, je ferai un site internet, vraiment un truc très simple, tu vois? Là, Ouais. un truc un peu techno-moderne, Ouais. où ça s'appellerait, je lègue une maison, .fr Mmh. et chaque individu, au cours de sa vie, pourrait léguer un appartement ou une maison à qui il veut. OK. Donc moi, je ferais même péter l'obligation, le privilège des enfants et tout Ouais, ça, ouais. parce que Mmh. je suis un vrai, Je suis libéral, d'accord, ouais. socialiste, voilà, donc tu donnes ta maison à qui tu veux, Ouais. par exemple à Gilles Ravaud, par exemple. Ça, c'est un exemple. Tu peux changer par un simple clic, enfin, tu vois, à qui Ouais. tu la donnes Ouais. et donc si tu es un couple, tu peux léguer 2 maisons. Ouais, donc déjà, c'est Voilà et là, je pense, ça suffit mmh. et qu'après, bah, faut discuter. Pour le reste du patrimoine, on taxe effectivement à des taux plus élevés que maintenant, Mmh. qui seraient comme l'impôt sur le revenu progressif. Bon, après, on va pas rentrer dans le détail des seuils et Mmh. tout ça, mais il faut voir aujourd'hui que les familles qui sont pas du tout moyennes en France, qui se pensent moyennes, laissent 1 ou 2 maisons, plus de l'assurance vie, plus parce qu'en fait, c'est là que ça me rend dingue ce truc d'héritage. C'est qu'évidemment, c'est presque du milieu social, mais milieu social auquel j'ai pas encore réussi à accéder, mais j'en ai dans ma famille. Quand tu es aisé, quand tu vas laisser de l'héritage, c'est que tu vis bien Ouais. et donc de ton présent, tu payes déjà les études de tes gamins, Ouais. voire tu les loges dans des Oui, non, mais appartements oui, qui c'est sont à ça, toi. exactement. Donc en fait, ce que tu transmets de ton vivant, surtout que tu vis très, très longtemps, Mmh. maintenant, quand tu vas mourir à 80-90 ans, quand tu vas mourir, tes enfants auront 60 ans Mmh. et pendant les 60 ans, tu peux les gaver, les aider, ce qui est d'ailleurs pas du tout forcément, quelque chose qui va les rendre heureux, mais financièrement et donc moi je me dis quand ça arrive à la fin, tu vas pas encore en plus, enfin c'est ça peut-être Mais c'est vrai que faut que ça s'arrête quand c'est même. un vrai problème. En plus, l'héritage, on l'a de plus en plus tard et en Ouais, fait, bah, ce qu'il faudrait par exemple, moi, j'ai besoin d'argent pour créer mon podcast, pour ouais, acheter des caméras et cetera. tout J'aurais à besoin fait. de l'argent, Ouais, sauf qu'en fait, je vais hériter, par exemple, je sais pas, à 60 ans, voilà, argent que j'ai pas besoin à cette c'est époque-là, en ça, fait. C'est un peu ou même pour acheter un logement, voilà. qui est quand même il y a une crise du logement en ce moment. Les gens de mon âge ou un peu plus vieux, mais n'arrivent pas à accéder à un logement. Mmh. C'est un vrai problème, la transmission d'héritage, en fait, il faudrait que ça passe d'une génération, en fait, enfin, je sais pas si c'est Alors possible, mais c'est ce qui va se passer puisqu'effectivement moi mes parents sont nés en 1945 et 48 donc c'est exactement la génération, des boomers. Ils sont tous les 2 vivants. Quand ils vont décéder dans 10, 15 ou 20 ans, effectivement leur argent ira à ma fille, qui aura à peu près, 40 ans quoi et donc mmh, à ce moment-là, on pourra acheter un logement. Alors contre évidemment, la grande difficulté contre ma proposition, qui est évidente, c'est, tu l'as très bien mentionné, l'inflation folle du prix de l'immobilier mmh. qui fait qu'aujourd'hui pour pouvoir acheter, il faut hériter. Ah Voilà, bah, c'est voilà. c'est Donc c'est effectivement, obligatoire. bah, c'est obligatoire ça. Donc je comprends très bien les gens qui nous disent ça, que voilà, donc il y a un gros débat, mais c'est vrai que j'aimerais quand même alors évidemment, je sais pas si on peut raisonner, les gens, mais il faudrait quand même j'aimerais que certaines personnes qui vraiment vont très bien, mesurent que, pour toutes les raisons qu'on a dites, de vieillissement, de dette publique, quand même, il y a une proposition qui fait assez consensus chez les économistes, donc avec des seuils assez élevés et des taux assez bas, qui rapporteraient là, pour le coup, vraiment 20 milliards d'euros par an. Mmh. Cet effort, c'est quand même beaucoup mieux, de taxer plus l'héritage, par exemple, que de baisser les retraites, quoi. Il y a un Mmh. moment, on doit tous faire des efforts. Il faut que ceux qui sont en haut fassent beaucoup plus d'efforts que les autres, évidemment et voilà, moi, il me semble que c'est la piste la moins la moins la moins injuste, Mmh. socialement et puis la moins inefficace économiquement et notamment, moi, ce que j'aimerais, bon, moi
par exemple, si tu supprimes vraiment l'héritage, hein, ce qui n'arrivera pas, Oui. évidemment, rassurez-vous, mais si tu supprimes vraiment l'héritage, là, tu aurais un effet fabuleux. C'est que justement, au moment du décès, et ben, tout le patrimoine immobilier, serait vendu, remis sur le marché et là, tu aurais tout un tas de logements vacants qui reviendraient disponibles. Tu aurais une baisse des prix de l'immobilier qui profiterait aux gens qui travaillent. Mmh. C'est-à-dire que là, on voit bien, il y a plein de biens qui sont possédés par quelques personnes et ben, si au moment du décès de ces personnes, ces biens se retrouvent sur le marché parce que, parce qu'ils sont taxés à 100, bah, là, évidemment, tu aurais un choc d'offres fabuleux Ouais, sur le marché immobilier. ouais. Donc tous les gens qui disent: «Il y a pas assez de logements», je dis: «OK, on supprime l'héritage». Puis là, ils disent: «Ouais, mais quand même». Bah, de toute façon, c'est le truc le plus impopulaire, Ouais, moi franchement quand je suis en débat voilà. avec les gens, mais personne ne me je suis tout seul, quoi. C'est ça. Mais ça découle, je crois, aussi de ce qui se passe sur le sujet prochain, non? Ah, tu veux parler salaire? Ouais. Ouais, parce qu'en gros, qu'est-ce que tu veux dire sur les salaires? Tu veux dire que Mmh. on n'a pas les salaires sont pas assez élevés pour se constituer un patrimoine dans de sa vie? Qu'est-ce Non, que mais ce que je veux juste raconter par rapport à la crise budgétaire et en fait, pourquoi est-ce qu'on a une crise politique en ce moment? mmh, Parce qu'il faut voter un budget impopulaire. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que l'assemblée est tripartite. Moi, j'en peux plus là de ces tous ces journalistes politiques là, dans les radios et les télés. Elle est super l'Assemblée nationale et il y a alors Sébastien Lecornu, tu veux que je devienne vraiment de droite. Sébastien Lecornu, hier soir aux 20h de Léa Salamé, il l'a dit et je suis entièrement d'accord avec lui, c'était confirmé par des chercheurs en sciences politiques. Il dit: «On a l'Assemblée nationale la plus représentative de la situation réelle politique du pays de la Ve mmh, République». C'est-à-dire que si on avait fait une élection proportionnelle, on avait à peu près le même résultat. mmh, Donc on peut pas se plaindre, c'est quand même dément, enfin c'est quand même grave quand tu y penses, intellectuellement et politiquement, de se plaindre que l'Assemblée nationale soit à l'image de ce que pensent les gens dans le pays. mmh. Donc moi et pour moi, elle est parfaite l'Assemblée Oui, oui, nationale oui, ouais, et c'est vrai. dans tous les pays européens, comme tu le sais, Mmh, il y a de la proportionnelle partout, il y a des coalitions au pouvoir partout, dans mmh, tous les pays européens. On est une exception totale avec l'Angleterre. Tu prends les pays du Nord, proportionnel depuis toujours, l'Espagne, l'Italie, bon voilà. mmh, Donc la Belgique, tout ça, l'Allemagne, c'est des coalitions tout le temps, tout le temps. Donc c'est un manque de culture politique mmh. et en fait, si on avait une situation économique normale, on les aurait les coalitions. Il y aurait des accords qui seraient passés, loi par loi. Moi, je me rappelle, comme je suis vieux, Michel Rocard, par exemple, qui a gouverné sans grande difficulté de 1988 à 1991, alors que la gauche n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée parce qu'il passait des accords avec les centristes et cetera. Bon, donc bref, tout ça pour dire, on a une crise politique Mmh. parce qu'on a une crise économique, une crise budgétaire majeure de l'État et donc effectivement, il y a aucun parti qui veut être celui qui va nous dire: «Bon, bah, les amis, la fête est finie, je vais vous augmenter, les impôts Et ou baisser les allocations» et là où ce discours est particulièrement inaudible, c'est qu'effectivement, on a eu donc je sais pas si je t'ai dit que j'ai écrit un livre qui a si, bientôt ouais, on va un peu tu peux le présenter d'ailleurs, qui a tu peux dire le titre peut-être? Je sais pas. ça s'appelle «Inflation, la grande arnaque». Et quand est-ce que ça va Là, sortir? faut mettre la musique qui fait peur. Ouais, des explosions. Exactement. Ça va sortir le 30 octobre, donc c'est tout OK. bientôt. Ah oui, donc c'est à la fin du Ah mois ouais. là. Ah bah, c'est quasiment OK. demain et donc je reviens sur cette grande inflation, de 2022-2023 où le prix de la bouffe avait explosé, Mmh. l'électricité et tout. Ouais. À ce moment-là, il y a des entreprises qui se sont gavées et si on regarde les chiffres de l'INSEE, si on regarde les salaires, hein, les revenus des gens qui travaillent, depuis, heu, donc depuis 2022, Ouais. les salaires réels, c'est-à-dire les salaires moins l'inflation, Mmh. ont baissé en cumulé de 2,5%. Ah oui, ça j'étais pas au courant. Oui. Mais c'est jamais arrivé je crois, non? Enfin, C'est jamais arrivé et en fait, comme j'explique dans le livre et comme, me l'a appris un excellent collègue qui s'appelle François Gérolf, qui est économiste à l'OFCE, macroéconomiste. macroéconomiste, l'inflation est sous-estimée en France. Donc je vous renvoie au livre pour les détails. Mais si on mesure correctement l'inflation, notamment la part du logement est Mmh. très sous-estimée dans le panier de l'INSEE. Les dépenses de logement ne représentent que 6 du panier de consommation de l'INSEE, parce qu'ils excluent, les prêts et cetera. Bon, c'est absurde. Ouais. Bref, tout ça pour dire que les gens qui travaillent, qui ont le sentiment, quand on nous le dit, le travail ne paye pas, mais ils ont totalement raison. Et donc, en fait, cette obsession que je vois très bien chez mes étudiants sur l'héritage découle du fait que, eh bien, pour beaucoup de gens, depuis 5, 10 voire 15 ans, j'en fais partie en tant que fonctionnaire, eh ben, notre niveau de vie, il a baissé. C'est-à-dire que les salaires ont moins augmenté, que l'inflation, Mmh. surtout, l'inflation là où tu es. C'est-à-dire qu'en zone rurale, ça va être l'énergie, en zone urbaine, ça va être les loyers et cetera. Bah oui, Voilà c'est et on le voit bien de toute façon, les gens sont pas fous quand ils disent, «Je peux plus faire, je pars moins en» on mmh, le voit sur les vacances, «Je bien pars de sûr. moins en moins longtemps», enfin bon les donc quand tu as des gens qui travaillent, Mmh, dont le niveau de vie baisse mmh, et que tu leur dis: «Le prochain budget, je vais encore vous baisser le niveau de vie», mmh. voilà. Là, on a un vrai problème démocratique et je comprends tout à fait les gens qui refusent ça. Tu m'étonnes.
Est-ce que tu veux parler encore de ton livre ou est-ce que tu veux passer au dessert direct? Ouais, ouais, Il nous reste 12 minutes. le dessert. On passe direct? C'est des questions un peu plus, on va dire, il faut raccourcir un peu les réponses. Ouais. Malheureusement, on va poser pas mal de Qu'est-ce que questions. ça veut dire, ça? Non, mais c'est très bien, moi j'adore, hein, je pourrais parler 2 heures avec toi, il y a pas de souci, hein. Mais première question, imagine Gilles Ravaud, tu deviens ministre de l'économie française. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Ah bah moi, je fais un gros plan de transition écologique, mais un peu brutal, effectivement. Et notamment, pourtant j'en ai une et j'adore ça, la première chose, enfin une des premières choses à faire en France, c'est que le plus grand nombre possible de gens se débarrassent de leur bagnole. Voilà. Donc les ménages où il y a 2 voitures qui passent à 1, et les ménages où il y a une voiture qui passe à 0. Voilà. Et parce que on sait que la voiture, le vrai coût de la voiture, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Et en fait, je renvoie, il y a un fabuleux texte, on a des réponses courtes maintenant, d'André Gorz, qui s'appelle... André Gorz, je ouais. l'ai cité dans mon mémoire. Ah ouais, bravo, Ah ouais. très très bien. Ouais. C'est bien. Enfin oui, pardon. Là, mais non, c'était pas celui avec toi. Ah oui, d'accord. Celui de M2. Parce que je me disais, mince. Ouais, non, c'était pas celui. C'est pas celui que j'ai lu. Ok, bon, parfait. Et donc, il a fait un texte sur la bagnole, bon, on s'en fiche, où il dit, en fait, c'est un luxe. La voiture individuelle, c'est un luxe qu'on peut pas se permettre pour des raisons économiques et écologiques. Et donc, il faut donner des vraies alternatives aux gens, soit avec des systèmes de location partagés, j'en sais rien, des transports en commun. Mais donc, ça nécessite d'avoir un plan contraignant, donc impopulaire. Donc, à partir du moment où je suis ministre, après, tout le monde me déteste. Et du coup, tu investis massivement dans les transports publics alternatives. Ah, mais vraiment massivement, c'est ça. Donc, partout, le vélo, le métro, le tramway, le bus, etc. Et puis, je pense qu'il y a un vrai truc de location en partage à faire, quoi. Je sais pas comment, mais il faut trouver ça, quoi. Ok. Ouais. Si t'es un économiste qu'il faut absolument lire, ce serait lequel? Tu peux en dire 2-3, hein, pas obligé de te dire, d'en dire qu'un seul. Il y a André Orléans sur la finance, qui est absolument fabuleux. Son livre de 1999, Le pouvoir de la finance, c'est un bijou. Bon, Bernard Maris notamment, bon, il y a son dictionnaire, son anti-manuel d'économie. Il y a un livre que j'adore de Bernard Maris, mais qui est plus un livre de politique, qui s'appelle Plaidoyer impossible pour les socialistes, où il raconte son enfance, son père qui a été résistant et tout ça, et il montre la difficulté qui a mené une politique économique de gauche, mais c'est un livre fabuleux. Il parle de Marx, de Jaurès, de Proudhon, etc. Et sinon, autre petit livre extraordinaire de Bernard Maris, c'est Keynes, l'économiste citoyen, un tout petit livre aux presses de Sciences Po, qui explique de façon hyper originale la pensée de Keynes. C'est un bijou, ce livre. Ok. Et puis bien sûr, tous tes livres aussi. Non, pas tous mes livres, juste le dernier. Les derniers. Je vais mettre le lien aussi dans la description s'il est sorti. Je le mettrai tout de suite. Si tu as un mythe économique qui, toi, te rend fou, que tu trouves, dont on parle un peu dans les médias, qui est un mythe vraiment qui n'existe pas. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit au début, mais ça l'est pas. Un mythe qui est en train de devenir vrai dans le discours et qui est pourtant totalement faux, c'est cette idée que l'État doit se comporter comme une entreprise ou comme un ménage, quoi. Donc cette idée que l'État ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne, elle est fausse, puisque les États dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Et en plus, moi je suis très très attaché à l'État, et c'est pour ça que la dette publique m'inquiète. L'État, ça je l'assume totalement, est capable, il n'y a que l'État qui est capable de faire des bons choix à long terme, que nous, comme individus un peu bêtes, on ne fait pas, et que les entreprises ne feront jamais parce qu'elles sont motivées par la recherche du profit. Et donc l'État, en fait, il doit structurer l'avenir, et c'est très difficile, effectivement, et je pense que c'est le principal problème qu'on a aujourd'hui avec Emmanuel Macron, d'avoir un État intelligent, stratège, au service de l'intérêt général, contre les intérêts particuliers, et qui nous amène vers une meilleure vie. Par exemple, moi, il y a un truc, je suis lyonnais, je suis retourné à Lyon la semaine dernière. Lyon s'est incroyablement amélioré. Lyon, c'était que des autoroutes urbaines quand j'étais petit. Maintenant, c'est devenu magnifique, justement, avec le tramway, du verre, etc. Les Lyonnais ont râlé pendant des années contre ça. Si on avait vraiment demandé leur avis, si on avait voté à chaque travaux, ils auraient voté non. Et maintenant, tout le monde est super heureux. Et le week-end, c'est magnifique, les gens se baladent en famille. Donc, je suis désolé, et c'est un petit côté stalinien qui ne me déplaît pas. Il faut un peu, parfois, faire un peu le bonheur des gens contre eux, quoi. Et il faut avoir justement une vraie élite qui voit loin, qui voit à long terme et qui prend des mesures dont on se réjouira plus tard. Et on en parlait déjà un peu ensemble, mais c'est ce qui marchait dans les années 60, les 30 Glorieuses. C'était un État stratège avec un État, on va dire, qui avait des projets, un État un peu entrepreneur, un peu, on va dire. Il a créé le rail, le nucléaire.
Airbus, enfin Airbus, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais Si. en fait, il avait On a des premières mondiales en France à ce moment-là, dont le TGV. Le Concorde, bon, qui s'est brisé effectivement sur la crise pétrolière. Même le militaire, moi j'adore le militaire, on se moque du militaire. Tout ça, l'État était derrière, en fait. En fait, ce qu'on ne sait pas en France, on croit qu'on est un pays de fonctionnaires, mais on est un pays d'ingénieurs. On a un pays qui est gouverné par les ingénieurs. Polytechnique, c'est une promotion de 500 étudiants par an. C'est 10 fois plus que l'INSP, qui est le nouveau nom de l'ENA, l'Institut national du service public. Et en fait, on a eu un complexe comme ça. Il y a un complexe militaro-industriel aux États-Unis. Bon, nous, l'armée aussi, on fait pas mal d'armes en France. Mais on avait un complexe comme ça technique, encore une fois, avec des écoles comme l'école polytechnique. L'école polytechnique, il faut quand même voir que c'est l'armée. C'est le ministère de la Défense. Donc, c'est totalement intégré à l'État. Et tous ces grands ingénieurs ont ensuite bâti EDF, qui a été cité en exemple dans le monde pendant des décennies. Donc, cette tradition technique qu'on retrouve dans l'IA ou dans les vaccins, on voit qu'il y a des très bons chercheurs français partout. J'ai cité le prix Nobel de physique. On devrait être au cœur des nouvelles révolutions. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi on a raté, la France, effectivement, le tournant déjà dès l'électronique, j'appelle dans les années 80, les jeux vidéo japonais, tout ça. Voilà. L'électronique, l'informatique, on a tout raté. Et c'est un peu dommage parce que c'est ce qui a amené la prospérité ces dernières décennies. Ouais. Est-ce que tu as une citation en économique que tu veux nous partager, que tu aimes bien? Mince. Tu peux, si t'as pas, c'est pas grave. Si, ça sera encore du Bernard Maris. Il a fait une série de chroniques radio qui ont été publiées après sa mort dans un tout petit livre génial qui s'appelle Souriez, vous êtes français, que je conseille vraiment à tout le monde, ça se lit ultra facilement. Et en fait, il a cette phrase où il nous dit la sécurité sociale, c'est ce qui nous rend libres. C'est bon. Et ça, je trouve que c'est vrai, que c'est beau. Je déteste, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on pourra revenir. Moi, c'est... Sait-on jamais. Je déteste justement cette idée des libéraux, des néolibéraux. Ces gens-là ont capturé le mot de liberté. Les néolibéraux, c'est les gens qui sont pour la liberté. Et je pense qu'on fait une erreur, mais gigantesque à gauche, en les appelant comme ça. En critiquant les libéraux, les néolibéraux, on critique des gens qui sont les défenseurs de la liberté. Tu es sûr de perdre politiquement. Oui, c'est sûr. Et on est pour la liberté. Et en fait, quand la sécurité sociale, dont on fête les 80 ans actuellement, a été créée, c'est très très clair par les créateurs de la sécurité sociale que justement, parce qu'il y a cette sécurité qui est offerte par la nation, par une solidarité nationale, qui fait que je ne sombre plus dans la misère quand je suis au chômage, que je ne sombre plus dans la misère quand je peux plus travailler parce que je suis enceinte ou que j'élève des enfants, que je ne sombre pas dans la misère quand je suis vieux, cette sécurité me donne la liberté. Me donne la liberté de vivre, me donne la liberté de changer de travail, de déménager, me donne la liberté de quitter mon mari ou ma femme, etc. Et donc cette sécurité sociale, c'est vraiment la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la fraternité qui rend possible la sécurité sociale qui amène une forme d'égalité entre les gens. On est tous égaux face au cancer parce qu'on est tous soignés gratuitement et ça nous rend libres. Quand tu es aux États-Unis, tu sais que si tu as certaines maladies, tu vas mourir, même si tu as une assurance santé. C'est sûr. Voilà. Et donc, je pense que moi, pour la vraie liberté, justement, elle découle de la solidarité. Et j'aimerais bien qu'on retrouve cette perspective. J'ai une citation aussi que moi je me rappelle qui m'avait marqué, c'était toi qui me l'avais donnée. Tu disais la vérité économique est de gauche. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Mais je me rappelais pas. Non, mais je sais pas, mais qu'est-ce que tu est-ce que tu le penses encore ou? Je le pense encore. Et ça rejoint cette idée-là. Je pense que quand je l'ai dit, j'avais été très marqué par ma thèse et mon travail sur, à l'époque, les pays d'Europe du Nord. Et les pays d'Europe du Nord, à la fin des années 90, au début des années 2000, ils ont les meilleurs résultats dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'ils ont une productivité très élevée, ils ont un niveau de vie très élevé, il y a une forte égalité entre les femmes et les hommes, ils innovent beaucoup et ils sont très en avance dans l'écologie. Et donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que dans un pays riche, parce que je connais pas les pays pauvres, donc je pourrais pas en parler, mais dans un pays riche, en fait, si tu as des services publics bien conçus, si tu as une égalité qui fonctionne, tu deviens plus efficace. Et qu'en fait, à l'inverse, ce qu'avait démontré, par exemple, le passage de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, c'est qu'elle met une politique de droite et elle a détruit son pays. C'est impressionnant, Margaret Thatcher, ça nous a donné tous les films de Ken Loach, c'est que, quand même, Margaret Thatcher, l'Angleterre, c'est le pays qui a inventé la révolution industrielle. Et elle, en fait, elle fracasse tellement son pays
que l'industrie disparaît au Royaume-Uni, qu'on a la pauvreté, qu'on a le hooliganisme, qu'on a les indicateurs sanitaires qui reculent, que maintenant le niveau de santé des Anglais est déplorable. Elle a tout cassé. On le dit, ouais. Bah, la pauvreté, la fameuse blague qu'on fait sur la dentition des Anglais, ouais, bah, ça découle directement de ça. Et donc, en fait, en rendant, moi j'enseigne ça effectivement, et tu as des papiers géniaux des gauchistes anglais qui disent qu'en fait, en plus elle disait, je veux faire une révolution conservatrice pour des principes moraux. C'est-à-dire qu'elle disait, moi l'économie c'est juste un moyen pour faire advenir justement une société d'individus responsables. Et en fait, elle a détruit son pays, elle a détruit les communautés industrielles, et l'économie britannique s'est effondrée. Le niveau de vie, la qualité de vie en Angleterre est très inférieur à ce qu'il est en France aujourd'hui. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, une solidarité bien conçue, intelligente, ça rend en fait l'économie plus efficace, et ça évite tout un tas de coûts. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le programme économique vraiment pour la France, notamment en luttant contre la pollution, c'est de préserver la santé des gens. Parce que là, on est dans un système où on est malade physiquement, psychiquement. C'est terrible pour nos cœurs, pour nos cerveaux. On les statistiques sur la jeunesse, c'est effroyable. Et en plus, si on raisonne froidement comme un économiste, ça veut dire des gens qui pourront pas travailler, donc qui seront malheureux, qui pourront pas produire de richesse, qui vont devenir une charge pour la collectivité. Et donc là, on voit bien aussi que financièrement, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si tout le monde est dépressif, malheureux, vieux ou en France, bah, il va y avoir un petit problème, et qui commence en fait déjà. Et donc voilà, je pense qu'une bonne articulation entre voilà l'efficacité et voilà, pour moi c'est une économie efficace, quoi, c'est ça. Ok. Dernière question, t'es prof à la fac. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à dire à des étudiants, même des personnes, des jeunes actifs, peut-être un message un peu Ouais. qui Ah va ben, alors moi ce que je dis à mes étudiants, mais ce que j'ai du mal à faire moi-même, c'est que voilà, ils ont un objet très dangereux près de leur corps qui s'appelle le smartphone, qu'il faut le mettre à distance, qu'il faut l'éteindre, qu'il faut le sortir de leur tête. Et je leur dis, lisez des livres. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre, Piketty, Zuckman, bouquin de Gabriel Zuckman, Emmanuel Saez, Le Triomphe de la justice, c'est un bijou par exemple. Et rendez-vous compte, quand vous lisez un livre, vous avez un grand penseur qui vous parle. Et je trouve ça incroyable. Et je pense qu'effectivement, dans un monde comme celui... Ah, moi, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de rester en France, mais en France, où la situation matérielle dans les prochaines années, pour beaucoup de gens, ne va pas s'améliorer, bah, ce qui nous reste, en fait, c'est très bien, c'est l'essentiel, c'est les balades en forêt, c'est les amis, et c'est la lecture qui coûte rien. Il y a des bibliothèques partout, même les livres d'occasion, etc. Et vraiment, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, je pense à Jacques Chirac qui disait manger des pommes. Moi, ça serait lisez 2 livres. Ok. Ouais, c'est une belle phrase. On peut faire les deux, évidemment. En fait, c'est se consacrer à des choses qui sont pas du tout, qui augmentent pas la croissance, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Et puis c'est aussi s'élever, c'est se cultiver, se poser des questions. Puis Être créatif. être créatif, exactement. Avoir la chance de bénéficier de la sagesse des autres. Et puis aussi, ce qu'on a de plus en plus de mal à... Et moi, je suis comme les autres. Quand tu lis un livre, tu es présent à toi-même. Tu vois, s'il n'y a pas le téléphone à côté, s'il est dans une autre pièce, il est éteint, tu te poses avec un bouquin. Et même chose, même moi aussi, je regarde des films et on est sur le téléphone. Non, si je regarde un film, faut arrêter, quoi. Et il faut qu'on se redonne ce temps pour nous-mêmes, parce que là aussi, les études montrent déjà que le fait de ne pas le faire, ça a vraiment des effets négatifs sur le fonctionnement du cerveau, que ça alimente l'anxiété, etc. Sur la santé mentale. Ouais. Bah écoute, Gilles, je vais te laisser tranquille, je pense qu'on a fini. Je te remercie infiniment pour d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Je te remercie pour ta patience. Je pourrais peut-être si un jour on en refait un épisode, on pourra parler d'autres sujets. Ouais. Et en tout cas, merci. J'ai pas remercié la Climate House aussi qui nous accueille. Tout à fait. Pour les locaux. Lieu magnifique. Ouais. Donc merci à eux. Et puis je te dis à une prochaine fois. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Salade Verte. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci Antoine.